Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue sur Gabon 24. Aujourd'hui, atteindre le développement exige des investissements considérables dans les infrastructures, le capital humain et la résilience au changement climatique. Or, dans les pays en développement et bien d'autres, les gouvernements ont souvent des moyens limités pour mobiliser des recettes publiques ou des investissements privés. Le financement par la dette, dans ce cas, joue un rôle crucial. Cependant, il arrive très souvent que les choses ne se passent pas comme elles le devraient. Et là, la dette devient la bête noire de nombreux États. Agou Gomez, représentant du FMI au Gabon, est notre invité. Mais avant cela, dites-nous, c'est quoi la dette? La dette, à mon sens, la dette, c'est simplement le fait de demander un financement. Des prêts d'argent ou des titres, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Dette extérieure, ce que doit en fait le pays à l'extérieur, dette intérieure, et toutes les entreprises, ce que doit en fait le gouvernement à toutes les entreprises de manière nationale. Un emprunt qui n'est pas sauvé simplement. La dette est le mot qui fait l'écho. Junior Premier, qui est la voix d'écho de l'écho, va nous en dire un peu plus. On vous écoute, Junior. Bonsoir à tous. Au sens premier, la dette est une somme d'argent que l'on doit à quelqu'un, à qui on l'a emprunté. On parle alors de rembourser ses dettes. Mais en finance, on parle aussi de dette, mais cette fois-ci, de dette publique. Il s'agit de l'ensemble des engagements à la charge d'un État contractés à l'occasion des émissions d'emprunt. J'ai l'impression que c'est de cela dont vous allez parler, Modeste. Retenons que la dette publique évolue constamment au rythme des remboursements d'emprunts effectués par l'État et les administrations publiques et des nouveaux emprunts pour financer leurs déficits. Les ressources sont constituées par les impôts, les taxes et autres recettes non fiscales. Les dépenses, quant à elles, intègrent non seulement les dépenses courantes de fonctionnement, c'est-à-dire les salaires, les achats de fournitures et de services, les opérations de redistribution, c'est-à-dire les aides, les bourses et les minima sociaux, les investissements, comme par exemple les travaux d'équipement ou des acquisitions immobilières et mobilières des collectivités locales, et enfin les dépenses en capital, c'est-à-dire les charges de la dette des différentes administrations publiques, par exemple. Voilà, Modeste. Agou Gomez, merci d'avoir répondu à notre appel. C'est moi qui vous remercie. Nous allons donc essayer de comprendre avec vous le mécanisme de la dette de façon générale. Mais déjà, on sait que la dette publique désigne, dans le domaine de la finance publique, l'ensemble des engagements financiers pris sous forme d'emprunt par un État, ses collectivités publiques et ses organismes qui en dépendent bien évidemment. Et puis, il y a la dette intérieure. C'est quoi la différence entre les deux ? Alors, ce que vous venez de définir dans un premier temps, la dette publique, donc c'est vraiment l'ensemble des engagements de l'État, engagements financiers de l'État. Alors là-dessus, déjà, il faut distinguer la dette de l'administration centrale, de la dette des entreprises publiques, et puis ensuite de la dette des collectivités territoriales. Mais en général, dans beaucoup de cas, lorsque l'on fait référence à la dette publique, on parle généralement de la dette de l'administration centrale. Puisque la plupart de nos collectivités territoriales n'ont pas la capacité de s'endetter à des niveaux importants. Alors la dette intérieure se distingue de la dette extérieure. La dette intérieure, c'est l'engagement financier que l'État a vis-à-vis des opérateurs économiques, si on peut dire ça comme ça, qui résident dans le pays. La dette extérieure, ce sont les engagements financiers ou je dirais très simplement les prêts que le gouvernement à contracter vis-à-vis
des opérateurs économiques qui ne sont pas dans le pays, donc qui résident à l'extérieur du pays. La question qu'on va poser là maintenant va peut-être faire sourire certains parce qu'ils vont se dire mais la dette elle est forcément mauvaise parce qu'elle nous lie. Mais à Gougoumez, est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise dette? Alors, je dirais la bonne réponse c'est tout dépend. La dette peut être bonne et mauvaise. Il faut généralement regarder 3 critères. Le premier, c'est d'abord pourquoi on s'endette, donc l'objectif de la dette. Je vous donne un exemple. Si un individu va prendre une dette de 10 millions pour faire la fête, c'est une mauvaise dette. Pourquoi? Parce que cette dette-là est supposée être remboursée. Si vous organisez un anniversaire avec ça, l'anniversaire ne pourra plus générer des revenus pour vous aider à rembourser la dette. C'est la même chose au niveau d'un État. Lorsque vous vous endettez, vous devez vous endetter pour des investissements productifs. Parce qu'après, ces investissements productifs-là, ce sont eux qui permettront à l'économie de se développer, au gouvernement de capter plus de ressources et de pouvoir rembourser la dette qui a été prise. Donc dans ce cas-là, le but, l'objectif de la dette est important. Il faut que ce soit pour des investissements productifs. Deuxième chose, le rendement de l'investissement doit être comparé au taux de croissance du pays. Pourquoi? Encore une fois, je reviens à un niveau personnel. Si vous vous endettez pour une activité, je prends par exemple un petit business, un commerce, imaginez-vous qu'après avoir lancé le commerce vous donne chaque mois 20 000 francs. Mais le banquier vous dit que chaque mois, vous devez rembourser sur la dette 30 000 francs. Ça ne va pas marcher parce que votre commerce ne vous donne que 20 000 chaque mois et vous devez rembourser 30 000. Donc le coût, ce qu'on appelle le taux d'intérêt de la dette, est aussi important. Ce n'est pas seulement le fait que l'investissement dû à la dette soit productif, mais il y a aussi le coût. Deuxième élément qui est important, c'est aussi qu'il faut regarder le montant de la dette qui doit être contractée. Si par exemple, moi je gagne chaque année 1 200 000 et que j'ai une dette de 120 millions, il va sans dire qu'il me faudra 100 ans pour rembourser cette dette, au minimum, même si je donne tout mon revenu. Et donc, généralement, on va regarder le montant de la dette comparativement à la richesse du pays. Et puis, enfin, il y a le temps de remboursement. Et là, vraiment, pour percer le jargon financier, c'est à quel moment qu'on parle de soutenabilité de la dette? Ça veut dire quoi? La solvabilité de la dette, on va regarder le montant de la dette que vous avez par rapport à la richesse que vous produisez. Encore une fois, je reviens sur notre exemple initial. Si vous gagnez 1 200 000 chaque année et que vous avez une dette de 120 millions, ça fait 100 fois votre revenu. Donc même si vous donniez tout l'argent que vous gagnez dans l'année, ça va vous prendre 100 ans pour rembourser. Dans un tel cas, votre dette n'est pas soutenable, elle n'est pas solvable. Parce que le montant que vous devez est trop élevé par rapport à la richesse que vous produisez. Dans le cas d'un pays, on va regarder le montant total de la dette divisé par la richesse produite par le pays. Et la richesse produite par le pays, ça s'appelle, dans notre jargon économique, le PIB, le produit intérieur brut. Donc, un des ratios qu'on regarde en termes de solvabilité, on regarde le montant de la dette divisé par la richesse que produit le pays. Le deuxième élément qui nous permet de regarder la soutenabilité d'une dette, c'est la liquidité. Alors, la liquidité, ça veut dire quoi? Je reviens à l'exemple initial. Ça veut dire que on regarde le montant que vous gagnez, disons, chaque mois ou chaque année, et combien dans ce montant-là vous devez prendre pour payer la dette. Je prends un exemple. Si vous gagnez 1 200 000 chaque année, donc c'est 100 000 francs que vous gagnez chaque mois. Si vous avez une dette de 200 000 et qu'on vous demande de rembourser la dette en 2 mois, ça veut dire que chaque mois, vous devez payer 100 000, alors que vous ne gagnez que 100 000. Vous ne serez pas capable d'honorer un tel engagement. Par contre, si on vous demande de payer les 200 000, par exemple, sur 2 ans, ça veut dire que vous pouvez payer chaque mois 10 000 francs sur les 100 000 que vous gagnez. En ce cas-là, vous serez capable de rembourser la dette. Et c'est la même chose au niveau d'un pays. Au niveau d'un pays, on va donc regarder ce qu'on appelle le service de la dette, qui est le montant que le pays doit rembourser chaque année, divisé par l'ensemble des impôts du pays. Parce que c'est dans les impôts, une partie des impôts que l'État va prendre pour rembourser le service de la dette. Donc, lorsque le montant du service de la dette est trop important, il va s'avérer qu'une fois que l'État a fini de prendre soin de ses engagements au niveau des populations, il n'a plus suffisamment d'argent pour faire face à son service de la dette. Dans ce cas-là, il peut y avoir des problèmes de liquidité, donc de soutenabilité. Très bien. Donc, le financement par la dette peut contribuer à une croissance soutenue et inclusive.
à condition d'une gestion rigoureuse, ça les économistes le soutiennent. À quel moment la dette constitue-t-elle un problème? Là, c'est vraiment pour comprendre encore de façon bien spécifique. Et comment mesure-t-on la gravité ou non de la dette de l'État? Vous nous avez donné des critères pour voir si tout va bien ou pas, mais à quel moment on se dit « Ah non, là, c'est compliqué » et quels sont les outils utilisés généralement? Alors généralement, on peut se rendre compte de la gravité de la situation de la dette d'un pays, déjà comme j'ai dit, en regardant sa solvabilité, donc le montant total de sa dette divisé par son PIB. Par exemple, dans la zone CEMAC, lorsque le montant total de votre dette divisé par le PIB est au-dessus de 70%, la dette devient préoccupante. Ensuite, on va regarder aussi le service de la dette, c'est-à-dire le montant de remboursement de la dette que le pays va faire chaque année, divisé par les recettes du pays, donc les recettes budgétaires. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que parfois, on se retrouve dans des situations de difficulté de paiement de la dette, soit en raison de situations externes, par exemple, il y a eu Covid, et puis ensuite, il y a les facteurs internes. Les facteurs internes, c'est que soit le pays n'arrive pas à collecter suffisamment d'impôts, dans ce cas-là, il a des difficultés à rembourser sa dette, soit le pays vit au-dessus de ses moyens, et donc dans ce cas-là, le pays fait trop de dépenses et donc n'arrive pas à garder suffisamment d'argent pour rembourser sa dette. Et donc dans ces cas-là, on peut se retrouver dans une situation de crise de gravité de la dette. On en parle dans nos maisons, dans nos administrations et même dans nos écoles. Il y a une crise de la dette. On ne sait pas comment elle est arrivée. C'est quoi l'origine de cette crise qui nous fait tant peur aujourd'hui et à qui on accuse tous les maux des pays en développement finalement? Alors, il y a plusieurs raisons qui se sont, je dirais, superposées pour aboutir à la crise, à la situation de difficulté de la dette. Il y a eu la première raison, ça a été d'abord la pandémie. Alors, la pandémie a créé plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que vous savez, comme j'expliquais, pour pouvoir rembourser sa dette, vous avez besoin que l'État collecte des impôts. Pour que l'État puisse collecter beaucoup d'impôts, il faut que l'économie puisse continuer de tourner. C'est-à-dire qu'il faut des activités économiques. Lorsqu'il y a eu Covid, les activités économiques dans tous les pays se sont arrêtées. Donc cela a provoqué une chute du niveau des impôts de l'État. Premier problème. Le deuxième problème qui est venu s'ajouter à cela, c'est qu'en 2022, il y a eu, pendant cette période d'ailleurs, pour les pays exportateurs de pétrole, le prix du pétrole a chuté. Donc un pays comme le Gabon a vu une bonne partie de ses recettes pétrolières chuter parce que le prix du pétrole a chuté. Cela signifie moins de ressources. Et puis ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine est venue accroître les prix du pétrole, les prix des produits alimentaires. Donc le gouvernement a commencé à faire beaucoup de subventions. Quand vous cumulez, d'une part, une situation où le gouvernement a moins de ressources et d'autre part, où il est obligé de faire plus de dépenses pour protéger le pouvoir d'achat des populations, vous aboutissez à une situation où le gouvernement est en difficulté pour faire face à ses engagements, donc à sa dette. Et c'est ça qui a provoqué les difficultés en matière de dette pour pour la plupart, je dirais, des pays africains. Ce que vous dites, c'est nous renvoyer à ce qu'on vit depuis 3 ans déjà, disons, depuis l'apparition de la Covid-19, la crise en Ukraine, vous l'avez dit. Mais avant cela, les pays africains étaient déjà... On en parlait déjà de cette crise de la dette, du moins pour les pays africains, et on rattache cette dette aux années post-coloniales, quand on sort de la colonisation. Comment en est-on arrivé là? Alors ça c'est vraiment, je dirais, vous faites référence à un épisode qui, je pense, a commencé dans les années 80. Alors dans les années 80, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu d'abord un ensemble de prêts que les pays africains ont eu à prendre pour des investissements, pour essayer de développer les pays. Malheureusement, une partie de cette dette, soit n'a pas été investie dans des investissements productifs, ou les investissements productifs n'ont pas porté les fruits comme escompté. À cela s'est ajouté une période où il y a eu une crise économique, où certains pays qui s'appuyaient soit sur les prix du pétrole, ou soit sur les prix des matières premières telles que le cacao, ont vu les prix de ces matières premières-là chuter. C'est comme ça qu'une bonne partie de la crise, de l'endettement de nombreux pays africains, autour des années 70-80 jusqu'à la fin des années 80-90, a commencé.
On entend souvent des personnes comparer le niveau de dette de nos pays à ceux des pays développés pour justifier que l'on continue à s'endetter. On dit par exemple que si on s'endette, c'est qu'on a les moyens de rembourser sa dette. C'est pas une mauvaise chose. Que pensez-vous de cette comparaison-là et de ces personnes qui le disent? C'est vrai que j'entends ça souvent et faire une telle analyse est incorrect. Je vais illustrer ça avec un exemple très simple. Imaginez-vous un instant, dans un village, vous avez deux planteurs. Vous avez un planteur riche, vous avez un planteur à revenus modestes, pour ne pas dire pauvre. D'accord? Et le planteur riche, il a eu l'habitude de prendre des prêts. 1 million de francs CFA, 2 millions, 10 millions, 20 millions, 500 millions, et il a toujours remboursé sans aucun problème. Et puis vous avez le planteur à revenus modestes, généralement il prend des prêts de 100 000, 200 000, 300 000, et puis un jour il a pris un prêt de 500 000, et il n'a pas été capable de rembourser. Il est même allé voir les notables du village pour aller voir la personne à qui il devait pour que la personne puisse effacer sa dette. Dernier élément, le planteur riche, il a plusieurs plantations. Donc ça lui permet, ces plantations donnent à toutes les saisons. Lorsqu'il pleut, il a des cultures qui permettent de pousser lorsqu'il pleut, donc de produire. Et lorsque c'est la saison sèche, il a aussi des cultures qui donnent en saison sèche. Le planteur à revenus modestes, lui, il a un seul type de culture qui ne donne que pendant les saisons pluvieuses. Alors, lorsque le planteur à revenus modestes, qui n'a pas pu rembourser 500 000, dit au village que comme le planteur riche a réussi à prendre 500 millions, moi aussi je peux prendre 500 millions, vous imaginez que les gens vont lui rire au nez parce que les gens se souviennent que lorsqu'il a eu 500 000 francs de dette, il n'a pas pu rembourser. C'est la même chose pour les pays. Il s'est trouvé que certains pays en développement ont eu des difficultés à rembourser leurs dettes à partir d'un certain seuil d'endettement. Alors que les pays développés, dans l'histoire récente, n'ont pas eu de difficultés à rembourser leurs dettes, quels que soient les niveaux d'endettement. Donc ça fait que lorsqu'un pays africain se rapproche d'un niveau d'endettement où il n'a pas pu rembourser, les marchés déjà commencent à s'inquiéter. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que les pays développés sont des économies diversifiées, comme celui du planteur riche. Donc, ils ont plusieurs types de production dans leur économie qui leur permettent de résister au choc lorsqu'ils interviennent. Or, beaucoup de pays en voie de développement ne sont pas des économies suffisamment diversifiées. Donc, ce ne sont pas des économies suffisamment résilientes. Donc, lorsqu'elles s'endettent et qu'il y a une difficulté, elles n'ont plus la capacité de pouvoir rembourser leurs dettes. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas comparer les niveaux d'endettement d'un pays développé à celui d'un pays en développement. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que nous, on se targue d'être des pays avec plein de ressources naturelles. Nos ressources naturelles, le pétrole, la forêt, tout ça, ça ne nous sert à rien parce qu'on n'a pas d'économie diversifiée. Je ne dirais pas que ça ne sert pas à grand-chose. Effectivement, ça a permis de faire beaucoup de choses. Vous regardez le niveau de développement de nos pays africains, on a parcouru du chemin depuis les années 1960. Mais pour accélérer le processus de développement, pour être plus résistant aux différents chocs, vous ne devez pas mettre, comme on dit, comme l'adage le dit, vous ne voulez pas mettre tous vos œufs dans un même panier. Or, le problème, lorsque votre économie n'est pas diversifiée, c'est comme si vous mettiez tous vos œufs dans un même panier. Si le secteur du pétrole a un problème, toute l'économie a un problème. Ou si le secteur du cacao a un problème, toute l'économie a un problème. Ce que vous voulez une économie où il y a plusieurs poches de production, de sorte que lorsque une poche est en difficulté, les autres poches continuent de fonctionner pour permettre à l'économie d'aller de l'avant. C'est ce que vous voulez. Qui sont les créanciers des pays africains? Et puis cette dette, finalement, est-ce qu'il est possible de l'effacer? Alors, les créanciers des pays africains, vous avez les bailleurs multilatéraux. Donc, vous avez le FMI, la Banque mondiale, la BAD et tous les multilatéraux. Ensuite, vous avez les créditeurs bilatéraux, c'est-à-dire la dette consentie par nos pays venant de pays amis. Et puis, vous avez la dette privée. Donc, la dette privée, c'est la dette que les institutions financières ou des investisseurs, tels que les eurobonds, font à nos pays. Alors, pour revenir à votre question, est-ce qu'il est possible d'effacer la dette? Je dirais en principe non. Ce n'est pas une bonne idée de vouloir effacer la dette parce que si, imaginez-vous que dans un pays, un matin, le gouvernement se lève et dit tous ceux qui ont pris de l'argent à la banque, vous pouvez ne plus payer, on va vous effacer la dette. Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois?
La prochaine fois, tout le monde va pouvoir s'endetter parce que les gens vont se dire que comme la dernière fois, le gouvernement a annulé la dette de tout le monde, je peux m'endetter même si je ne peux pas payer. À un moment donné, ils vont annuler. Et en économie, on appelle cela le hasard moral. Alors, ce n'est pas donc une bonne idée d'effacer la dette des pays, mais par contre, il y a parfois des situations exceptionnelles qui peuvent amener le monde entier à se réunir et à décider d'effacer la dette de certains pays. Des situations exceptionnelles telles que celles que l'on connaît avec la Covid-19. Je vous donne un exemple. Il y a eu la situation avec Covid-19, mais il y a eu des situations antérieures. Par exemple, il y a eu l'initiative des pays pauvres très endettés, le PPTE. Il y a eu une initiative multilatérale de réduction de la dette. Donc ces initiatives-là ont permis d'effacer la dette de certains pays africains. Vous dites qu'on n'a pas besoin d'effacer la dette parce que ça n'arrange pas aussi ceux qui nous donnent leur argent. À côté, il faut trouver des solutions. La crise aujourd'hui est le continent le plus touché par la crise alimentaire, le continent le plus touché par la crise climatique, le continent, on disait même qu'on allait être le plus touché par la Covid-19, même si aujourd'hui ces conséquences se font fortement ressentir sur nos économies. Et là, on mise sur quoi pour sortir de ce cercle vicieux que nous impose la dette finalement? Alors, le conseil que le FMI donne, c'est de trois ordres. Le premier, c'est de dire que les pays doivent continuer à collecter plus de ressources. Parce que, comme j'expliquais au début, vous ne commencez à vous endetter que lorsque vous avez plus de dépenses que de ressources. Donc, ce qu'il faut faire, il faut continuer de faire la réforme pour collecter plus d'impôts. Première chose. Deuxième chose, pour collecter l'impôt, vous collectez ça par la vitalité de votre économie. Donc, il faut continuer de faire des réformes pour pouvoir avoir des économies qui fonctionnent très bien. C'est d'ailleurs pour cela que dans nos programmes, nous insistons énormément sur les réformes structurelles. La troisième chose qui est importante à faire, c'est de contenir ses dépenses. Il faut essayer de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Donc, l'État doit faire très attention dans l'allocation de ses ressources vis-à-vis d'un ensemble de dépenses, y compris, par exemple, puisque c'est l'actualité, des subventions. Donc il faut faire attention pour ne pas que les subventions deviennent excessives et puissent mettre en difficulté les finances publiques de l'État. Nous allons revenir sur la question des subventions tout à l'heure. La dette au Gabon, où en est-on en termes de chiffres? Et puis pourquoi on a l'impression que notre pays a recours systématiquement aux emprunts? Comme je le disais, pour le Gabonais lambda, on a le pétrole, on a la forêt, on a assez de ressources, mais on a l'impression que dès qu'on parle d'un projet, il faut tout de suite appeler le FMI, il faut appeler la Banque mondiale. Est-ce que le pays n'a pas suffisamment de ressources en tant que pays producteur de pétrole, surtout qu'on sait qu'avec la crise en Ukraine, les prix ont pris un certain envol? Alors, vous posez une très bonne question et je vais prendre un peu de temps pour expliquer. D'abord, où en est-on avec la situation de la dette du Gabon? La dette du Gabon aujourd'hui, si vous prenez le montant total de la dette du Gabon, c'est 13,3 milliards de dollars. Donc 13 300 millions de dollars. C'est ça la dette du Gabon. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut regarder les ratios de solvabilité et de liquidité. Si on prend la dette totale divisée par le PIB du Gabon, la dette totale du Gabon divisée par son PIB, on a un ratio d'environ, en 2022, d'environ 53-54%. Je rappelais que le ratio pour la CEMAC, c'est 70%. Lorsqu'on atteint le niveau de 70%, il faut commencer à s'en inquiéter. D'ailleurs, lorsque le programme du FMI débutait en 2020, à cause de Covid, la dette du Gabon était à 78% du PIB. Aujourd'hui, la dette est à 54%, 53%. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Alors, le budget, lorsque vous prenez une année donnée, je prends par exemple l'année 2022, l'ensemble des impôts du gouvernement gabonais, c'est environ 2300 milliards. Dans les 2300 milliards, vous avez environ 1100 milliards qui viennent du pétrole et vous avez 1100 milliards qui viennent des secteurs qui ne sont pas du pétrole. Les dépenses du gouvernement gabonais, c'est environ 2100 milliards. Donc vous avez 2300 milliards d'impôts et vous avez 2100 milliards de dépenses. Donc à la fin de la journée, le gouvernement doit pouvoir épargner environ 200 milliards, n'est-ce pas? Seulement qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement est déjà endetté. Le gouvernement a une dette qu'il doit payer chaque année. Il faut rembourser la dette. Le remboursement de la dette du Gabon, c'est environ 700 milliards chaque année. Donc lorsque le gouvernement reçoit les impôts, s'occupe de ses dépenses, il lui reste 200 milliards environ,
Mais dans les 200 milliards, il doit maintenant rembourser la dette qui, elle, vaut 700 milliards. Donc le gouvernement est obligé de s'endetter. D'accord. Donc oui, le gouvernement collecte des ressources pétrolières qui sont importantes, c'est 1000 milliards. Mais les dépenses du gouvernement font qu'à la fin, il ne reste pas beaucoup d'argent pour pouvoir rembourser la dette. Et d'ailleurs, vous nous parlez, le FMI propose également de cibler absolument, les il faut subventions. cibler. Parce que les subventions, c'est 800 milliards. Ça subventionne des gens comme moi, des gens comme vous, et les parents qui sont au village. Donc, ce sont des subventions qui coûtent très cher, qui ne sont pas justes, parce que nous utilisons des voitures qui consomment plus que les personnes, par exemple, qui sont au village. Et 800 milliards de subventions, c'est le prix de la transgabonaise. La transgabonaise au Gabon, c'est environ 700 milliards, qui est un projet important du gouvernement. Et les subventions au Gabon, c'est 800 milliards en 3 ans. Donc, si on arrive à gérer les subventions pour ne pas dépenser autant d'argent là-dessus, cela peut permettre de financer des projets de développement très importants, y compris des projets comme la transgabonaise. Dire que le Gabon gère mal sa dette ou ses finances, est-ce que c'est un abus de langage avec tout ce que vous venez de nous présenter là? Je pense que le Gabon a fait des progrès en termes de gestion de sa dette. Je vous ai donné l'exemple que nous sommes partis de 78% du PIB à 53% du PIB. Nous pensons qu'il y a de grosses poches d'amélioration. D'abord, il faut collecter plus de recettes, première chose. Il faut surtout collecter plus de recettes dans le secteur qui n'est pas du pétrole. Comme ça, lorsque les prix du pétrole chutent, le gouvernement n'est pas mis en difficulté puisque le secteur non pétrolier continue de donner des ressources. Et dernière chose que nous conseillons, c'est qu'il faut travailler à réduire les dépenses sur les subventions parce que, comme j'ai dit, ces dépenses-là coûtent extrêmement cher au gouvernement gabonais. Avant de nous séparer, Agou Gomez, voici la question de l'internaute, c'est celle de Léonard depuis la Centrafrique. Alors lui, il dit, est-ce que les pays africains peuvent se passer des emprunts pour se développer? Alors je pense que la question est moins est-ce qu'on peut se passer des emprunts. La question, parce que si vous prenez l'histoire, moi je me fie sur l'histoire économique de la plupart des pays qui aujourd'hui sont développés, ce sont des pays qui ont tous eu besoin de recourir à l'emprunt pour pouvoir se développer. Parce que lorsqu'on veut se développer, on a des ambitions. Les ambitions, ça coûte de l'argent. Et donc, parfois, l'argent que vous avez au moment où vous avez ces ambitions-là n'est pas suffisant pour faire face à vos ambitions. Donc, vous devez vous endetter. Mais l'essentiel, et comme je l'ai dit, de l'endettement, c'est vraiment de s'assurer que l'argent qui est emprunté sert effectivement à des investissements qui sont productifs, pour ne pas que plus tard, la dette devienne un problème. Merci beaucoup à Agou Gomez d'avoir répondu à nos questions. Alors, d'après les institutions financières, le développement, les économies en développement à revenus faibles ou intermédiaires consacrent aujourd'hui plus d'un dixième de leurs recettes d'exportation au service de leur dette extérieure à long terme, publique ou garantie par l'État, soit un niveau sans précédent depuis l'année 2000. Les experts sont unanimes. Une approche globale est nécessaire pour résorber la dette, accroître la transparence et faciliter une restructuration plus rapide afin que les pays puissent privilégier les dépenses qui soutiennent la croissance et réduisent la pauvreté. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas, le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.